La nuit où ma belle-fille a déclaré devant tout le monde que je n'étais plus son problème, mon entreprise venait d'être valorisée à 1,2 milliard d'euros. Elle l'ignorait, bien sûr, personne ne le savait. J'étais debout près du saladier de Ponche, à ma propre fête de départ en retraite, quand elle a lancé ça avec un grand sourire, comme une bonne blague. Elle a levé son verre pour que l'assemblée entende bien, et 5 minutes plus tard, alors que son rire flottait encore dans l'air, mon téléphone a vibré. Un message vocal qui allait faire basculer tout ce que je croyais savoir de ma vie. La fête se tenait à la salle des fêtes municipale, rue de la République, dans notre petite ville de province. Le genre d'endroit qu'on loue pour les baptêmes, les lotos du club des aînés et parfois les vins d'honneur après un enterrement. Une salle qui sent toujours un peu la cire et le café froid, peu importe le nombre de fois où on passe la serpillière. Des chaises pliantes étaient alignées en rangée. Une bannière proclamait « Bonne retraite, Franck », suspendue de travers au-dessus d'une longue table où trônait un fraisier de supermarché, à côté de 2 percolateurs empruntés à la paroisse. Je portais le même costume bleu marine que pour mes rendez-vous clients 10 ans plus tôt. Il flottait un peu sur mes épaules maintenant. Ma femme, Evelyne, m'avait assuré le matin même qu'il m'allait encore très bien. Elle l'avait dit de cette façon qu'ont les gens quand ils n'ont plus envie de discuter. Mélissa est arrivée en retard, évidemment, comme toujours. Ma belle-fille aimait soigner ses entrées. Elle a déboulé avec son mari et ses enfants, comme si la salle entière attendait son approbation, tapotant sa montre connectée et balayant la pièce du regard pour faire l'inventaire. Les gens ont poliment applaudi. Quelques-uns de mes anciens collègues de la boîte de logiciels m'ont serré la main, m'ont donné une tape dans le dos en me disant des choses comme « Tu l'as bien mérité, Franck, profite du calme ». Je hochais la tête et je remerciais. J'étais devenu très bon pour hocher la tête au fil des ans. Quand le moment des discours est arrivé, Evelyne a poussé Mélissa en avant. « Dis quelque chose », a-t-elle murmuré, mais assez fort pour que je l'entende. Mélissa n'a pas hésité. Elle a attrapé un gobelet en plastique rempli de mousseux, l'a tapoté avec une fourchette et a souri. « Eh bien, voilà », a-t-elle dit, les yeux fixés sur moi. Franck a enfin fini de travailler. Quelques personnes ont ricané. Elle a continué, la voix légère et enjouée. « J'imagine que c'est ça, la retraite, pas vrai ? Mais ne va pas croire qu'on est ton plan épargne, hein. » Un silence gêné s'est installé, ce moment de flottement où personne ne sait s'il faut rire ou non. Mélissa a ri pour eux. « Sérieusement » a-t-elle ajouté en haussant les épaules. « Quand ta petite pension ne suffira plus, ne viens pas frapper à ma porte. » J'ai senti une bouffée de chaleur m'envahir. Elle a penché la tête, comme pour adoucir le ton, mais elle n'en a rien fait. « Tu as toujours été l'affaire de maman, pas la mienne. » Voilà, c'était dit. Quelques rires embarrassés ont fusé. Quelqu'un s'est raclé la gorge. J'ai regardé Evelyne, attendant, espérant peut-être qu'elle dise quelque chose. Elle n'a rien dit. Elle a esquissé un sourire pincé et a déclaré, comme pour excuser sa fille, « Ah, Mélissa, elle s'inquiète toujours trop. » J'ai baissé les yeux vers mon gobelet. Le punch était insipide. J'ai avalé quand même. Mélissa a levé son verre. « Au nouveau chapitre » a-t-elle lancé, en le trinquant contre celui de son mari. Les applaudissements ont suivi, ni forts, ni fiers, juste assez pour passer à autre chose. J'ai hoché la tête. Je me suis servi un autre café, même s'il était tiède. Je me suis dit que ça n'avait pas d'importance, que j'avais l'habitude, que j'avais survécu à pire qu'un toast maladroit. Mais mes mains tremblaient. Je me suis éclipsé dans le couloir sous prétexte d'aller aux toilettes. Les néons grésillaient. Mon téléphone a vibré dans ma poche. Un appel manqué, un message vocal. Étienne Dubois, notre directeur financier. J'ai froncé les sourcils. Étienne n'appelait jamais un vendredi soir. J'ai appuyé sur lecture. « Franck, c'est Étienne », a-t-il dit, la voix tendue, précipitée. « Rappelle-moi dès que tu peux. C'est fait. L'accord est signé. On parle de 1,2 milliard. Et tes parts de fondateur, elles sont intactes. Toutes. » Je me suis appuyé contre le mur. Il continuait de parler, les mots se bousculant. Il faut être prudent sur qui sait quoi et quand. Il y a les déclarations à faire, les périodes de blocage, l'imposition sur les plus-values. Mais Franck, ça change tout. Le message s'est terminé. Je suis resté là, à fixer mon reflet dans le métal terne de la fontaine à eau. 62 ans, les tempes grisonnantes. Un homme à qui on venait de signifier publiquement qu'il était seul. Un homme qui, soudain, valait plus que n'importe qui dans cette salle ne pourrait jamais l'imaginer. Le son des rires venait de la salle, la voix de Mélissa, claire et assurée. Je suis retourné à l'intérieur et j'ai repris ma place près des percolateurs. On coupait le gâteau.
mon nom écrit en glaçage bleu. Mélissa est passée devant moi sans me regarder. Evelyne riait d'une blague de sa sœur. J'ai servi le café et j'ai écouté. Pour la première fois de ma vie, me taire m'a semblé être une force. Le problème, quand on est discrètement mis de côté pendant des années, c'est que les gens supposent que ça ne vous a jamais blessé. Ils prennent votre silence pour de l'indifférence. Ils ont tort. J'ai rencontré Evelyne, j'avais 43 ans. Elle venait de divorcer, travaillait à mi-temps dans un cabinet dentaire de banlieue et essayait de joindre les deux bouts pour sa fille. Mélissa avait 14 ans, l'esprit vif, sur la défensive, déjà convaincue que j'étais un obstacle sur son chemin. Je n'étais pas son père, et elle me l'a fait comprendre très tôt. « Franck est sympa, disait-elle à ses amis, c'est juste le mari de ma mère. J'ai essayé pourtant. Je la conduisais à l'entraînement de foot quand son père oubliait. J'assistais au spectacle de l'école, assis au dernier rang. J'ai payé pour son appareil dentaire, les colonies de vacances, les franchises de l'assurance. Ces dépenses silencieuses pour lesquelles on ne vous remercie jamais. Quand elle est entrée à l'université Lyon 2, les factures sont arrivées. Un printemps, Evelyne s'est assise à la table de la cuisine, une pile d'enveloppes devant elle, et elle a pleuré. « Il nous manque de l'argent », a-t-elle dit, « juste pour ce dernier semestre. » Cette nuit-là, je suis allé dans le garage et j'ai contemplé ma Mustang de 67. Un rêve de jeunesse. J'avais refait le carburateur moi-même. 2 semaines plus tard, j'ai tendu les clés à un type de Villeurbanne. Mélissa n'a pas dit merci. Elle a dit « d'accord » et a demandé si le chèque serait encaissé avant vendredi. C'est là que j'ai compris. Pour elle, tout était une transaction. Et j'étais toujours du mauvais côté du bilan. Les années ont passé. J'ai gardé la tête baissée dans mon entreprise. J'avais été l'un des cerveaux derrière notre logiciel de logistique dans les années 90, mais je n'ai jamais couru après la reconnaissance. Je voulais la stabilité, un foyer calme. Cette nuit, après la fête, j'ai repensé au message d'Étienne, aux chiffres, à cette clause dans mon contrat d'actionnaire que je n'avais jamais activée. Je me suis demandé si j'avais confondu la discrétion avec de la faiblesse. Le lendemain matin, je me suis rendu dans un cabinet d'avocats à Écully. L'enseigne disait « cabinet Chevalier et associé ». Maître Diane Chevalier n'a pas perdu de temps. « Vous êtes resté silencieux très longtemps, Franck », m'a-t-elle dit en parcourant mes documents. Mais être silencieux ne veut pas dire être impuissant. Elle m'a tout expliqué, la valorisation, l'imposition, les décisions à prendre. Cet après-midi-là, Mélissa a envoyé un texto à Evelyne dans la conversation de groupe familial. « On visite des maisons ce week-end. Si jamais c'est serré pour vous, Franck pourra toujours dormir sur le canapé. Je lui trouverai une couverture. » J'ai fixé le message. Mon pouce a survolé le clavier. J'ai imaginé tout écrire. Le message vocal, les chiffres, la vérité. À la place, j'ai effacé le brouillon. Ce soir-là, Evelyne m'a dit que Mélissa envisageait de nous offrir un petit voyage à Noël. Elle l'a dit fièrement, comme une réussite que nous aurions méritée en restant bien sages. J'ai hoché la tête. J'ai servi le café et j'ai réalisé quelque chose de plus dur que la colère. Si je parlais maintenant, ils n'entendraient que l'argent. Mais si j'attendais, ils entendraient la vérité. Étienne m'a rappelé 2 jours plus tard. « Franck, je veux que vous compreniez. Ce milliard, c'est une valorisation, pas du cash. Pas encore. » « Je sais, ai-je répondu. Combien vaut ma participation ?» Il y eut une pause. Sur le papier, entre 25 et 30 millions d'euros. J'ai fermé les yeux. 30 millions. Ça ne fait pas l'effet de gagner au loto. Ça fait l'effet de se tenir au bord d'un gouffre. « Ne le dites à personne, » a dit Étienne. « Je ne dirai rien, ai-je promis. » L'après-midi même, je suis retourné chez Maître Chevalier. Elle m'a présenté des options. Une structure pour protéger mon patrimoine. Une fondation, discrète, utile, qui dirait ce que je n'avais jamais eu les mots pour exprimer. « Il ne s'agit pas de punition, Franck, » a-t-elle dit. « Il s'agit de clarté. Ce mot m'est resté, la clarté. » Sur le chemin du retour, mon téléphone a vibré. Un message de Mélissa. « Dîner chez nous vendredi, grosse nouvelle, apporte du vin. » Je savais déjà. Une promotion, une prime. Un autre rappel qu'elle grimpait pendant que je restais sur place. Le vendredi, à table, elle a ri. « Ne t'en fais pas, Franck, on s'occupe de maman, je gère. » J'ai hoché la tête, j'ai servi de café, et j'ai écouté, sachant que pour la première fois, je n'étais pas invisible. J'étais juste en avance. La salle de bal du grand hôtel de la Presqu'île sentait le bois ciré et l'argent. Derrière la scène, une bannière, soirée héritage des fondateurs. J'ai vu Mélissa près du bar, une coupe de champagne à la main, riant un peu trop fort. Elle m'a aperçu,
puis m'a adressé le même sourire distant que lors de ma fête de retraite. J'ai hoché la tête en retour. Quand mon nom a été annoncé, je suis monté sur scène. Je me suis tenu derrière le pupitre et j'ai laissé le silence faire son travail. La plupart d'entre vous, ai-je commencé d'une voix stable, me connaissent comme le mari d'Evelyne, certains comme le beau-père de Mélissa. Quelques regards se sont tournés vers elle, je ne l'ai pas regardée. Très peu savent qu'il y a 30 ans, j'ai écrit le code sur lequel cette entreprise a été bâtie, dans ma cave, sur un vieil écran qui mettait 5 minutes à chauffer. Je me suis retiré parce que je pensais que la stabilité comptait plus que la reconnaissance. J'ai sorti une feuille de ma poche. Aujourd'hui, ai-je dit, je suis fier d'annoncer la création de la Fondation Fournier, financée par mes parts de fondateurs. Des parts que je n'ai jamais vendues. Le silence est devenu total. La Fondation offrira des bourses d'études aux enfants de chauffeurs routiers, d'employés d'entrepôts et de travailleurs postés. Des gens qui cumulent 2 emplois pour nourrir leur famille. J'ai enfin levé les yeux. Le visage de Mélissa était blême. Ses doigts serraient si fort son verre que ses phalanges étaient blanches. Je sais ce que ça fait, ai-je terminé, de s'entendre dire qu'on doit se débrouiller seul. Parfois, c'est le conseil le plus honnête qu'on puisse vous donner. Je me suis reculé du micro. Les applaudissements sont venus, lents d'abord, puis de plus en plus forts. Je suis simplement descendu de scène. En passant devant la table de Mélissa, je l'ai vue se lever brusquement, sa chaise raclant le sol. Elle est sortie de la salle sans un mot, personne ne l'a suivie. Le lendemain, dans la cuisine, Evelyne a fini par me dire « Alors, tu as quelque chose à me raconter ?» J'ai voulu le faire souvent, ai-je répondu, mais je crois que tu ne voulais pas l'entendre. Ce n'est pas juste. Rire quand ta fille m'a dit que je devais me débrouiller seule ne l'était pas non plus. Ça l'a arrêté net. Je n'ai pas fait ça pour la blesser, ai-je ajouté. Je l'ai fait pour ne plus me sentir tout petit. Elle s'est assise lentement. Elle ne t'a jamais respecté, a-t-elle admis. Je pensais qu'en ignorant le problème, il disparaîtrait. Moi aussi. Mélissa n'a pas appelé. Une semaine plus tard, un court message. Je ne savais pas, tu m'as humilié. Je l'ai lu 2 fois, puis j'ai posé le téléphone. Je ne lui devais plus rien. Ma vie est devenue plus calme après ça. J'ai partagé mon temps entre notre maison et un petit appartement que j'ai loué au bord du lac d'Annecy. Le travail pour la fondation me donnait un but juste et concret. Environ 1 an plus tard, j'ai reçu une enveloppe. À l'intérieur, une note écrite d'une encre bleue inégale. « Papy Franck, merci pour ma bourse d'études. Maman dit que c'était une erreur, mais je suis content que ce n'en soit pas une. Je te promets que j'en ferai bon usage. » Je suis resté longtemps assis, ce bout de papier à la main. Mélissa ne s'est jamais excusée. Je ne crois pas qu'elle le fera un jour. Certaines personnes ne peuvent pas admettre qu'elles ont eu tort sans détruire l'image qu'elles se sont construite. Mais je n'avais pas besoin de ces excuses. J'avais besoin d'espace pour me tenir à nouveau droit. Voici ce que j'ai appris tard dans ma vie. L'homme le plus discret dans une pièce n'est pas toujours le plus faible. Parfois, c'est simplement celui qui garde sa voix pour le moment où elle comptera enfin.